bulletin sur Fraternité FM. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour ce numéro du bulletin d'information. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Dans les titres de ce 20h, le journaliste spécialiste des questions internationales Nikez Miguel n'est plus. Il est décédé le samedi 10 mai à l'âge de 111 ans, Paternel à Gomers. Un journaliste à Parakou rend hommage à un homme dévoué, rompu et amoureux de son travail. Il sera dans ce bulletin d'information. Et pendant ce temps, une cérémonie de dot à Virodram. Le fait s'est produit ce samedi dans le quartier Peroguera, situé dans le premier arrondissement de la ville de Parakou. Que s'est-il passé? Reste des nôtres pour le découvrir. Bien d'autres nouvelles vont meubler cette édition, bien évidemment. Vous aurez droit à l'actualité internationale et sportive. Voilà pour vous les titres et détails dans un instant. Bienvenue à chacun et à tous. Ce qui devrait être un moment de réjouissance s'est tragiquement transformé en scène de chaos. Le samedi 10 mai 2025, une cérémonie de dot organisée dans le quartier Peroguera à Parakou a viré au drame après des tensions inattendues entre membres des deux familles concernées. Selon nos informations, tout aurait dégénéré lorsqu'une violente altercation a éclaté entre deux frères de la mariée et des membres de la belle famille. Visiblement hostiles à la cérémonie, ces derniers auraient nourri certaines frustrations qui ont fini par exploser. La bagarre qui s'en est suivie a fait un blessé grave dans le camp de la belle famille touché par un coup de bois. Et la victime a été immédiatement évacuée au centre hospitalier universitaire départemental du Borgou où elle serait actuellement dans le coma. La tension est montée d'un cran lorsque certains proches de la victime ont tenté de se venger. Un des agresseurs présumés aurait été pris à partie et roué de coups avant de réussir à prendre la fuite. La fête a été aussitôt interrompue, les invités quittant précipitamment les lieux dans la panique. Autre conséquence malheureuse de cette rixe, le matériel de l'opérateur de son convié pour animer musicalement l'événement a été endommagé. Son ordinateur portable aurait été détruit dans la bousculade. À l'heure actuelle, des tentatives de médiation sont en cours pour apaiser les tensions et rétablir le dialogue entre les deux familles. Une enquête pourrait être ouverte afin de situer les responsabilités. On parle carnet noir dans ce bulletin d'information. Le monde des médias béninois est en deuil. Nikez Miguel, figure emblématique du journalisme à l'office de radiodiffusion de télévision du Bénin ORTB, s'est éteint ce samedi 10 mai 2025 selon nos informations. Ancien spécialiste des questions internationales, il avait marqué de son empreinte l'univers médiatique national entre 1982 et 1989, période durant laquelle il officiait au sein de la rédaction de l'ORTB. Professionnel rigoureux, doté d'une plume affûtée et d'une voix posée, Nikez Miguel s'était imposé comme l'un des observateurs les plus fins des relations internationales à une époque charnière de l'histoire du Bénin et du monde. Ses analyses, souvent en avance sur le temps, nourrissaient la réflexion des auditeurs et téléspectateurs avides de compréhension face aux grands enjeux planétaires. Dans ce contexte de douleur, son confrère Paterno Gomez livre un témoignage émouvant à la rédaction en hommage à celui qui fut un pilier de la presse nationale. C'était triste, comme je crois tous ceux qui l'ont côtoyé ont vécu cette tristesse-là samedi, parce que je ne m'attendais pas à ça, parce que les nouvelles que j'avais étaient à un moment donné un peu plus rassurantes. Donc c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas pu parler avec lui, mais je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Nikez, c'est un doyen, c'est un journaliste. Nous, on était encore très jeunes quand on le
voyait faire le métier. On ne savait pas qu'à un moment donné, on lui emboîterait les pas. Puis un temps où il a décidé de passer du temps à Parakou. Donc il a quitté Cotonou, il est venu à Parakou. Et c'est à cette occasion que nous avons eu à collaborer vraiment. Et je me rappelle de ce jour où il m'a appelé, étant déjà à Parakou, et m'a dit qu'il a suivi une de mes émissions et qu'il voudrait qu'on en parle. C'est vrai qu'on a un petit lien familial ensemble, mais on n'avait vraiment pas collaboré. Je lui ai dit que j'étais disponible pour le recevoir. Il est passé à mon bureau et on a parlé. Je crois que depuis ce jour-là, on ne s'est plus vraiment quitté comme ça. Il s'est proposé d'être souvent mon invité sur une des émissions que nous animions le matin. Et il venait souvent sur l'émission jusqu'au début de sa maladie. La maladie qui, en fait, l'a fait partir de Parakou. Je crois que tout le monde peut être d'accord que Nikez a ce trait de caractère. Il est rigoureux, il est homme de principe, comme on le dit. Et il est tellement cartésien au point où ça dérange son entourage. Beaucoup ne supportent pas ça, mais ceux qui n'ont pas de problème avec des hommes de rigueur s'entendent bien avec Nikez. Mais la plupart des gens le trouvent trop rigoureux, trop cartésien, parfois trop chiant, mais ça reste son caractère. Et du début jusqu'à la fin, il n'a pas voulu changer pour faire plaisir à quelqu'un. Donc il est resté le Nikez qu'il a été jusqu'à sa mort. Il laisse l'héritage que tout douanier a laissé à la corporation et ça justifie un peu ce que son parcours a été au niveau du service public. Donc c'est le gros héritage que moi je garde de lui. Un nouveau pas vient d'être franchi dans le processus de réunification au sein de l'Église du christianisme céleste. Les membres du Conseil supérieur de transition ont tenu les 8 et 9 mai dernier leur toute première session, une rencontre importante marquée par la présence du chef de l'État, Patrice Talon, et qui a abouti à plusieurs décisions majeures. Le point de cette session avec Marcelin Zanou, porte-parole du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste. Le Conseil supérieur de transition CST de l'Église du christianisme céleste, organe central chargé de conduire le processus de réunification de l'Église sur une période de 1 an, a tenu sa première session les 8 et 9 mai 2025 à son siège à Cotonou, suite à son installation officielle le 26 avril 2025. Au terme des 2 jours de travaux, plusieurs avancées majeures ont été enregistrées. Mise en place du secrétariat exécutif composé de 7 membres. Il est chargé d'assurer la coordination opérationnelle du CST. Réorganisation des commissions thématiques. 3 commissions ont été retenues après une révision approfondie. Commission de relecture de la Constitution et revue de la hiérarchie ecclésiale. Commission de relecture des textes fondamentaux, revue des rites, de la liturgie et de l'organisation des pèlerinages et événements religieux. Commission de réforme de la gestion administrative et financière de l'Église. Les présidents de ces commissions ont été désignés par consensus et la répartition géographique des membres y siégeant a également été établie. Adoption de la feuille de route. Un plan de travail a été adopté pour guider les travaux des commissions vers l'atteinte des objectifs fixés. Examen et adoption des tests de gouvernance. La charte de la transition ainsi que le règlement intérieur du CST ont été étudiés en profondeur, débattus, puis adoptés. Le Conseil supérieur de transition exprime sa profonde gratitude au président Patrice Talon pour son engagement personnel et les moyens mis à disposition qui ont permis le bon déroulement des travaux dans des conditions optimales. En plus bref, le parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE traverse une nouvelle secousse interne à l'issue de sa deuxième session ordinaire de l'année 2025 tenue le samedi 3 mai. Le bureau exécutif national a décidé de suspendre 5 de ses cadres dont l'ancien ministre Alain Adirou, rapporte plusieurs sources dont Banoutou. Conseiller politique du parti et membre affluent du bureau exécutif, Alain Adirou est accusé de manquement grave au statut de la FCBE. Bien que les faits précis ne soient pas encore détaillés publiquement, la direction du parti justifie
Cette mesure part des actes jugés contraires aux textes internes. Ces sanctions interviennent dans un contexte de réorganisation des structures du parti alors que la FCBE prépare activement sa stratégie pour les élections générales de 2026. Objectif affiché, un retour en force sur la scène politique nationale après plusieurs années d'effacement. Le parti dirigé par Paul Roumpé espère ainsi assainir, serrant et renforcer la discipline en vue des échéances à venir. À présent, on fait un bref aperçu sur l'actualité internationale. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire traverse une nouvelle zone de turbulence. Tidjane Thiam a officiellement annoncé sa démission de la tête du parti ce samedi 11 mai 2025. L'ancien président invoque un harcèlement judiciaire visant à la fois sa personne et la formation politique. Conformément au statut du parti, l'intérim est désormais assuré par le doyen des vice-présidents Ernest Nkumbo Mobio. Dans une première déclaration, ce dernier a affirmé répondre à l'appel du devoir et s'est engagé à conduire sa mission avec cohésion, discipline et sérénité en hommage aux idéaux des pères fondateurs. Cette démission intervient à un moment délicat pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui tente de se repositionner sur l'échiquier politique national à l'approche des prochaines échéances électorales. La durée de la transition et la possible convocation d'un congrès pour élire un nouveau président demeurent pour l'heure incertaines. Dans ce climat d'incertitude, la capacité du parti à préserver son unité et à mobiliser sa base militante sera déterminante pour son avenir. Le président russe Vladimir Poutine a proposé ce dimanche 11 mai 2025 la reprise des négociations de paix avec l'Ukraine à Istanbul dès le 15 mai. Une initiative qui relance les espoirs de désescalade alors que la guerre entre les deux pays dure depuis plus de 3 ans. Moscou affirme vouloir discuter sans conditions préalables en se concentrant sur les causes profondes du conflit. Cependant, cette offre n'inclut pas le cessez-le-feu immédiat, ce qu'Kiev et ses alliés considèrent comme un préalable indispensable. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi avec prudence à cette annonce, saluant une démarche positive tout en exigeant un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours avant toute rencontre. Il rejoint ainsi la position de plusieurs partenaires occidentaux, dont Emmanuel Macron. Le chef de l'État français en déplacement en Pologne a qualifié la proposition russe d'insuffisance tant que les attaques se poursuivent. On ne négocie pas sous les bombes. Les informations sportives, on en parle aujourd'hui avec Epiphane Chabi, prix Marc-Vivien Fauré. Sans surprise, Achraf Hakimi remporte le prix. Oui, il était pressenti pour être donc le vainqueur de ce trophée. Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a été désigné lauréat du prix Marc-Vivien Fauré 2025, un prix qui récompense bien sûr le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française. L'international marocain, auteur d'une saison solide avec 4 buts en 24 apparitions, s'est distingué donc par sa régularité et son impact dans le jeu. En lice face bien sûr à Evan Guessant de l'OGC Nice et Habib Diarra du RC Strasbourg. Hakimi s'est imposé comme une évidence, succédant ainsi donc à Pierre-Emerick Aubameyang qui a été le lauréat de l'édition précédente. Trophée UNFP 2025, le Paris Saint-Germain rafle tout. Oui, sauf donc le poste de gardien de but. Daril, la cérémonie des trophées de l'Union nationale des footballeurs professionnels 2025 a une nouvelle fois mis en lumière les talents du championnat de France avec une domination qui a été marquée donc par celle du PSG, sacré champion depuis plusieurs semaines. Pas moins de 9 joueurs parisiens figurent dans l'équipe type de Ligue 1 aux côtés de Lucas Chevalier de Lille et puis Ryan Cherki bien sûr de Lyon. Dans les distinctions individuelles, Lucas Chevalier, 23 ans,
a été élu meilleur gardien de Ligue 1, succédant ainsi à Gianluigi Donnarumma. Auteur de 11 clean sheets en 33 matchs, il a devancé Lucas Perry, Jordi Petrovic, Geronimo Rulli et puis Donnarumma lui-même. Du côté des jeunes, il faut dire que les talents Désiré Doué, 19 ans, désigné meilleur espoir de Ligue 1, prenant la relève donc de Warren Zaïre Emery. Il était en concurrence avec Belchegui Boadi, André Santos et João Neves. Le trophée du meilleur joueur de Ligue 1 revient donc à Ousmane Dembélé, l'attaquant du PSG, qui a réalisé donc sa meilleure saison avec 21 buts et 8 passes décisives. Merci à vous, Epiphane Chabi, pour toutes ces précisions. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien.